Cette émission vous est offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Mise en place par le gouvernement et pilotée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, le programme jeunesse du gouvernement PJGouv 2023-2025 vise à réaffirmer la place centrale des jeunes qui constituent plus des 2/3 de la population dans les politiques gouvernementales. Le PJGouv vise ainsi l'amélioration des conditions de vie et de bien-être des jeunes pour en faire des acteurs de premier ordre de la construction de notre pays. En plus du ministère de la Promotion de la jeunesse, c'est une vingtaine d'autres ministères qui, à pied d'œuvre autour de cet objectif prioritaire au nombre de ceux-ci. On pourrait éventuellement citer le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Comment ce département contribue-t-il au PJGouv? Quels sont les acquis, les chantiers et les perspectives? Nous en parlerons tout au long de cette émission avec le premier responsable, le ministre Kofi N'Guessan. Bienvenue dans Focus PJGouv aujourd'hui pour nous accompagner. Nous sommes accompagnés de Monsieur le ministre N'Guessan Kofi, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de nous accueillir dans vos locaux justement pour aborder le sujet du programme jeunesse du gouvernement. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de parler de l'enseignement technique, de la formation professionnelle de l'apprentissage en lien avec le programme jeunesse du gouvernement dont vous avez parlé. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et vous le savez, c'est la rentrée des classes. Les élèves ont repris le chemin de l'école ce 9 septembre et sur toute l'étendue du territoire national. Alors vous, est-ce que cette rentrée, elle est effective dans vos établissements? Oui, effectivement. Le 9 septembre a été déclaré jour de rentrée dans notre ordre d'enseignement. Et je vous espère que dans tous les établissements sous notre tutelle, les élèves rejoindront les salles de classe. Je crois que l'année dernière, nous avons expliqué aux chefs d'établissement que le premier jour de rentrée correspond aussi au début de la formation réelle, parce qu'il faut achever les programmes de sorte que, à la fin de l'année, les élèves aient des connaissances relativement solides et que les partenaires, notamment les entreprises, puissent avoir en leur sein des jeunes qui soient bien formés parce que les connaissances ont été réellement diffusées ou délivrées dans de bonnes conditions. En effet, c'est tout aussi important, Monsieur le ministre. Concernant la formation professionnelle, vous savez, il y a plus ou moins un mythe vis-à-vis de la formation professionnelle étant attribué à des personnes qui ont plus ou moins raté ou échoué sur l'enseignement général. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un sentiment qu'il y a plus ou moins un renouveau vis-à-vis de la formation professionnelle? Je vous remercie vraiment de la question qui me permet aujourd'hui d'expliquer les deux concepts. Vous savez, il y a l'enseignement technique et il y a la formation professionnelle. Ici, nous sommes au lycée technique, donc nous recrutons des élèves talentueux après la classe de 3e. Des élèves qui ont au minimum 12 de moyenne en mathématiques et en physique et qui sont un peu surdoués parce qu'ils viennent ici pour être formés dans des matières très techniques, que ce soit la construction mécanique, que ce soit l'électronique, l'électrotechnique, mais aussi que ce soit le dessin industriel, donc ceux qui vont faire les bacs E, les bacs F1, les bacs F2, les bacs F3, les bacs F4, les bacs F7. Ce sont des élèves qui prépareront des bacs industriels. Donc on les recrutera à partir de la 3e parmi les meilleurs de leur génération. Donc ce n'est pas ceux qui jouent qui rentrent au lycée technique. Au contraire, c'est ceux qui sont relativement bons, qui sont très bons, brillants, que nous allons prendre dans un lycée technique. Mais vous avez aussi l'autre question, c'est la formation professionnelle. Et en général, mais de tradition, quand un enfant ne veut pas aller au champ, ou un enfant est un peu fainéant, entre guillemets, on dit on va le mettre dans un métier auprès de quelqu'un qui est menuisier au village, auprès de quelqu'un qui est maçon au village. Donc, c'est cette idée que nous avons traîné sur une longue période, de sorte qu'un jeune qui est relativement
moins bons dans l'enseignement général, on dit qu'il faut aller à la formation professionnelle, il faut aller apprendre un métier. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement ce que nous recherchons. Nous souhaiterons accueillir à la formation professionnelle des jeunes qui sont passionnés par un métier, des jeunes qui veulent apprendre et repartir plus tard dans la formation de type général. Donc c'est un nouveau système que nous sommes en train de construire et en mettant les jeunes au cœur de notre dispositif et en les mettant en confiance. Monsieur le ministre, comme votre ministère, il y a plus d'une vingtaine d'autres ministères qui sont plus ou moins, qui contribuent au programme jeunesse du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre ministère contribue au PJGouv? Ouais, vous savez, d'abord, vous savez que notre pays compte près de 29 millions d'habitants au dernier recensement qui a eu lieu en 2021, le recensement général de la population de l'habitat. Nous avons développé nos deux sous-programmes qui sont en fonction de notre vision, qui sont l'Académie des talents et l'école La Deuxième Chance. Au niveau de l'Académie des talents, c'est de revoir notre dispositif, de sorte à développer au niveau de l'enseignement technique un programme pour recruter les meilleurs de leur génération et les former dans des filières très techniques qui débouchent sur la technologie du futur, sur les métiers actuels, mais sur la technologie. Et donc, on contribue au PJGouv avec des programmes spécifiques. On a commencé par le programme avec le consortium des entreprises de la grande distribution. Nous avons discuté avec ces entreprises, nous avons identifié leurs besoins et nous avons, avec nos experts, créé des programmes correspondant au profil recherché. Nous avons pu former depuis les 2 dernières années près de 1000 jeunes aujourd'hui qui sont dans ces entreprises ou, puisque certains sont encore en formation, ou qui vont rejoindre ce système. Nous avons créé un projet relativement important dans le froid et la climatisation avec une entreprise partenaire. Et là, c'est des cohortes de 25 jeunes que nous recrutons chaque fois pour les former en 3 mois sur des périodes relativement courtes et les insérer. Donc, il y a des projets réellement, des projets concrets que nous sommes en train d'élaborer qui sont destinés à perfectionner les jeunes, à les former à certains types de métiers, de sorte que lorsqu'on a fini notre programme, on ait l'insertion directement. Donc, on élabore en ce moment le programme TIC avec 8 métiers. Nous avons aussi le programme de formation de gens de la maison. Et donc, il y a un certain nombre de métiers réellement pour lesquels il y a une désaffection relative, mais on les remet au goût du jour de sorte à recruter, à attirer davantage de jeunes et à les former de façon très pratique, en cohérence avec les demandes des entreprises ou même les demandes des ménages. Donc, c'est des programmes qui permettent aujourd'hui de renforcer le programme général du gouvernement, sans compter qu'au niveau de l'apprentissage, dans nos établissements, on a développé l'apprentissage dans le domaine de la maçonnerie, dans les métiers du bâtiment par exemple, avec d'autres types d'entreprises. Je peux citer aujourd'hui Kaidan qui nous a vraiment accompagnés dans ce type de programme en recrutant près de 200 sur les chantiers. Et après les avoir formés, l'entreprise les a gardés parce que les jeunes ont montré leurs aptitudes. Je crois que c'est extrêmement important, ce type de formation très pratique qui permettent aux jeunes d'être mis en confiance et qui permettent aussi aux parents de croire maintenant dans l'avenir de leurs enfants. C'est très bien dit, Monsieur le ministre. Tout est clair pour nous. En effet, votre ministère est très bien actif dans le programme jeunesse du gouvernement. Et en plus de ces initiatives, nous avons pu voir sortir de terre de très beaux établissements de formation. Nous allons suivre à présent cet élément. Faire de l'enseignement technique et professionnel l'une des clés pour réussir l'adéquation entre formation et emploi et accélérer l'insertion professionnelle des jeunes, il s'agit là d'un des axes majeurs du programme jeunesse du gouvernement. Pour atteindre cet objectif, l'État a engagé la construction de 7 lycées professionnels dans les localités de Yamoussoukro, Diabo, Dabakala, Korogo, Ebimpe, Kong et Gbeleban. Ces lycées qui ouvrent leurs portes en décembre 2024 viendront renforcer le dispositif déjà existant. Ils formeront les jeunes dans diverses filières en tenant compte notamment des besoins spécifiques de chaque région. Une nouvelle dynamique insufflée au secteur de l'enseignement technique et professionnel qui s'inscrit dans la droite ligne de l'axe 1 du PJGouv 2023-2025.
Ici à Yamoussoukro, le lycée va accueillir 500 apprenants dont 300 internes. Comme tous les autres du genre, ce nouvel établissement est doté d'équipements de pointe pour permettre aux apprenants d'être mieux outillés à la fin de leur formation. La particularité de cet établissement, c'est qu'il répond à un besoin d'épouser l'ère du temps en termes d'avancées technologiques, avec de nouvelles infrastructures qui se veut une rupture avec ce qui avait été fait avant. De façon spécifique, cet établissement est construit pour abriter 4 filières. Donc nous avons, en termes de filières, la première filière, la maintenance véhicules et engins. On a froid et climatisation. On a également l'électricité d'équipement et enfin l'électronique. Réalisé dans le cadre du projet AVIC, qui est un partenariat avec la République populaire de Chine, la construction de ces 7 lycées fait également une part belle à l'agro-industrie. À Guéléban, ville située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, les apprenants pourront dès l'année prochaine se former dans des domaines tels que l'agriculture, l'élevage ou encore la mécanique agricole. Ils pourront ainsi efficacement contribuer à la modernisation de l'agriculture sans avoir à quitter leur région d'origine. Ce sont des filières qui forment à des métiers pratiques. Et donc les apprenants qui sont formés ici sont prêts à être utilisés sur le terrain. La Côte d'Ivoire, on dit, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. L'agriculture, à elle seule, peut absorber tous ces jeunes. À travers le PJGouv, le gouvernement ivoirien veut réaffirmer la place centrale de la jeunesse qui représente plus de 2/3 de la population dans ses politiques de développement. Mieux, il s'agit de donner à cette jeunesse les rudiments nécessaires à son plein épanouissement et en faire le pilier de la Côte d'Ivoire de demain. Vous expliquez comme ça lors d'une interview que ces formations qui sont plus ou moins dispensées dans ces nouvelles écoles à Dabakala, à Kong, étaient plus ou moins fonction de ces villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, merci beaucoup. Je crois que le gouvernement, dans la recherche de la croissance des capacités et des établissements de notre dispositif, a mis en place un programme de construction de 7 nouveaux lycées, qui seront même peut-être complétés par d'autres qui sont en voie de négociation avec les partenaires. Donc nous avons le lycée de Bimpé, dans la région du Sud, mais qui sera en lien avec le développement de la zone industrielle du PK24, et former des jeunes qui seront beaucoup plus spécialisés sur les questions d'automatisme industriel et qui vont travailler dans ces entreprises. Vous voyez que ces positions de ces lycées ont été aussi fonction des productions locales. Je prends un seul exemple. Le lycée de Korogo, par exemple, a en son sein des filières de machinisme agricole, mais aussi de transformation des produits locaux. Donc ce lycée permettra aujourd'hui de procéder à la transformation de la mangue, par exemple. Transformer aussi le karité, les fruits de karité, en beurre de karité, produits associés. Et donc en fonction de la zone, des équipements qui ont été achetés permettront de pouvoir contribuer au développement de l'économie locale. Et donc les formations vont être en conséquence. Et je crois que les nouveaux lycées aussi que nous allons pouvoir construire respecteront aussi cette vision de travailler à partir des produits locaux avec les apprenants et leurs enseignants, de sorte à les valoriser davantage et à les commercialiser. Je crois que c'est important de fixer aussi les jeunes sur leur territoire, de sorte à éviter que tous viennent, notamment à Abidjan, où quelquefois les difficultés se posent et ils n'ont pas les moyens de s'épanouir. Donc ça, c'est la politique vraiment décentralisée, mais décentralisée intelligemment à partir des formations qui seront liées aux réalités locales. Il y a de très beaux bâtiments que l'on voit, l'école de la deuxième chance, l'Académie des talents, le programme jeunesse du gouvernement. On dirait si le parcours de formation est maîtrisé, qu'en est-il maintenant de l'insertion professionnelle de ces jeunes? Vous savez, pour qu'il y ait une bonne insertion professionnelle, il faut qu'il y ait un programme de bonne qualité et qui est imaginé, mis en place en accord, en association avec le milieu professionnel. C'est la raison pour laquelle, dans notre vision et avec nos collaborateurs, nous travaillons d'abord à approcher le secteur productif,
quels sont les profils recherchés. Et si les profils sont déterminés, comment on met en place les référentiels métiers pour avoir les profils recherchés. Et si vous avez un bon programme, vous avez cette association, cet accompagnement du milieu productif, il est à peu près certain que les jeunes qui sortiront de vos établissements avec le diplôme aient une employabilité réussie. Donc, l'idée, quand on parle d'employabilité, il faut savoir que le plus important, c'est la qualité de la formation et c'est aussi les relations que les gestionnaires du système éducatif ont avec le milieu de l'emploi. Donc, c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous allez sur le marché, si vous avez un bon maçon, vous avez un bon carreleur, je suis certain qu'à 100%, ils seront tous employés. Mais quelle est la qualification requise? C'est d'abord ça que les collaborateurs, les gestionnaires du système, les inspecteurs qui sont chargés de faire les programmes doivent pouvoir veiller à cela. En effet, qui dit apprenant dit forcément enseignant. Alors c'est quoi la place de ces enseignants dans ces formations professionnelles? Parce que c'est vrai qu'on parle de leurs compétences, mais également leur motivation. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour que ces enseignants puissent avoir leur place, je dirais, dans ce secteur? Dans ce secteur, on parle beaucoup plus de formateurs. Ce sont des formateurs qui eux-mêmes ont des qualifications et qui transmettent cette qualification aux apprenants. Vous voyez, apprenants, formateurs. Et donc l'idée, c'est, au niveau du ministère, la politique est relativement simple. Remettre la confiance dans tout le système. Et donc, procéder au renforcement des capacités de tous nos formateurs des formations professionnelles, qu'ils soient des formations des établissements de type public ou des formations de type privé. Parce que n'oubliez pas aussi que pour le moment, les établissements privés rassemblent à peu près 72% de nos jeunes. Seuls 28% sont dans les établissements de type public au niveau de la formation professionnelle. Donc, on ne néglige pas le secteur, les établissements privés, faire en sorte qu'eux aussi soient pris en compte dans ce que nous faisons. Donc l'idée, c'est de créer, avoir des séminaires de formation, de renforcement de capacités au plan national, mais aussi créer ce type de programme à l'extérieur, à l'étranger, et envoyer la formation, les formateurs en formation. Nous avons pu rencontrer certains des formateurs qui ont pu bénéficier de formations à l'étranger. On va écouter à présent leurs témoignages. Je suis tombée à tout hasard sur le lien dans un groupe WhatsApp et j'ai décidé de postuler. Mon établissement a reçu un courrier de la DRH, du ministère de l'enseignement technique, et ils nous ont fait part de ce qu'il y aurait une formation en Inde. C'était pour moi une opportunité, une chance. Cela fait plus de 20 ans que j'enseigne l'anglais et c'était la toute première fois que j'avais cette opportunité-là de sortir de la Côte d'Ivoire pour avoir une formation dans le but de perfectionner mes acquis en anglais. Moi, ça fait 2 ans que j'enseigne, mais j'avais besoin d'un plus pour pouvoir aller en avant dans la formation que je fais. Parce que nous, à Mohamed VI, comme je l'avais dit, c'est multisectoriel. Alors nous avons affaire à l'hôtellerie, à la restauration, à la topographie, au génie civil, à la maçonnerie, tout ce qui est électricité, bâtiment. Donc il fallait être outillé quand même pour pouvoir enseigner les enfants. Sur 4 semaines, nous avons été formés aux techniques d'enseignement. Okay. Chez nous, en anglais, il y a 4 skills, il y a 4 habiletés. Quand on parle de speaking, reading, listening et puis de writing. Donc, nous avons été formés à ces 4 habiletés-là. Et en plus de ça, nous avons été formés à comment utiliser l'outil informatique ou bien les ICT, les nouvelles technologies d'information pour pouvoir donner des cours, pouvoir communiquer avec les enfants hors même des cours. Donc, c'est à cela que nous avons été formés. Cette formation va booster ma connaissance que j'avais déjà de l'enseignement. Voilà. La méthode que nous appliquons ici, c'est ce qu'on appelle l'APC. Et avec la formation que nous avons eue, ça vient renforcer véritablement cette technique d'enseignement. Et donc, ça va me permettre de m'améliorer. Mon mindset a beaucoup changé parce que nous avons été en contact de personnes de qualité. C'était des enseignants de renom, une université de renom. J'ai appris énormément. Donc, sur le plan humain, je suis venue mieux que j'étais.
nous souhaiterons que ça soit vraiment perpétué, que ça soit une institution chaque année pour les profs d'anglais, pour aller au moins se perfectionner et puis pouvoir venir les implémenter ici. L'Inde est un pays développé. Et aller apprendre en Inde, bon, tout comme les autres pays, la Chine et autres, aller apprendre en Inde, en Chine et venir l'appliquer, c'est dire que nous sommes sur la voie du développement également, si nous appliquons tout cela. Donc c'est une très belle formation, c'est une très belle initiative. Et nous disons merci à M. le ministre et véritablement au président Alassane Ouattara pour ce programme. Monsieur le ministre, combien d'enseignants ont pu bénéficier de ce programme et comment ils sont sélectionnés? Non, je crois que c'est, vous voyez, c'est en fonction des filières que nous sélectionnons les enseignants. Je vous donne un exemple. Il y a 1 an et demi, 2 ans, nous avons fait partie des premières cohortes de formateurs en France. Mais ce sont des formateurs qui relèvent du milieu de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Ils sont allés en France et dans 2 villes, à Paris et à Dijon. Donc l'idée, c'est d'aller découvrir des équipements nouveaux. L'idée aussi, c'est d'aller discuter avec leurs homologues de ces établissements. Et l'idée aussi, c'est d'aller voir comment les programmes ont évolué dans leurs domaines respectifs. C'est ça. Et pour vous, chers jeunes, il y aura toujours des opportunités d'emploi et de formation. Nous en présentons maintenant avec l'Agence Emploi Jeunes. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'Agence Emploi Jeunes. 4 postes d'assistante marketing. Niveau de formation, Bac+2. Date de clôture, 14 septembre 2024. Un poste de chimiste saponificateur. Niveau de formation, Bac+2. Lieu de travail, Kotobi à Bongouanou. Date de clôture, 22 septembre 2024. 2644 postes pour travaux à haute intensité de main-d'œuvre répartis dans 93 localités. Date de clôture, 18 septembre 2024. Un poste d'électricien usine. Niveau de formation, Bac+2. Lieu de travail, Kotobi à Bongouanou. Date de clôture, 22 septembre 2024. Un poste de stagiaire en agroalimentaire. Niveau de formation, Bac+2. Lieu de travail, engrais 8e tranche. Date de clôture, 30 septembre 2024. 2 postes de stagiaire logisticien. Niveau de formation, Bac+2. Lieu de travail, Cocody 2 Plateau Vallon. Date de clôture, 30 septembre 2024. Un poste de stagiaire ressources humaines. Niveau de formation, Bac+2. Lieu de travail, Adjami. Date de clôture, 20 septembre 2024. Consultez le site de l'Agence Emploi Jeunes. De nombreuses opportunités d'emploi et de stage vous y attendent. Monsieur le ministre, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Alors, quelles sont vos différentes perspectives, déjà pour cette année scolaire, ensuite pour l'enseignement technique et la formation professionnelle? Nous avons en charge un secteur qui est stratégique et c'est la raison pour laquelle Son Excellence, M. Alassane Ouattara, le Président de la République, attache une grande importance aujourd'hui à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Ce que je souhaiterais dire aux jeunes, pour l'année qui va commencer, c'est d'abord qu'ils soient confiants. Certains ont passé nos concours pour rejoindre les établissements d'enseignement professionnel et technique. Les résultats ne sont peut-être pas encore sortis, ils sont inquiets, mais chacun va trouver sa voie. Si on n'est pas bon en maçonnerie, est-ce qu'on ne peut pas être bon en menuiserie? Si on n'est pas bon en menuiserie, est-ce qu'on n'est pas bon en restauration? Et c'est des métiers qui nourrissent leurs hommes. C'est parce que ces jeunes ne sont pas suffisamment formés et informés. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de poursuivre dans cette voie d'information parce qu'il faut remettre les parents en confiance. Comment certains parents se sont posés les questions, pourquoi mon enfant, après avoir eu le BPC, veut aller faire la restauration? Pourquoi après avoir eu le BPC, veut devenir carreleur? Mais c'est des métiers d'avenir. Et ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de former nos jeunes selon les standards internationaux. Parce que le marché mondial du travail va changer. Là où les populations sont
relativement vieillissante. On aura besoin de main-d'œuvre. Je le dis et je le répète, le métier sera le passeport de demain. Ce sera le passeport de demain. Lorsqu'on a le métier, lorsqu'on est compétent dans un domaine, je suis pratiquement sûr qu'on ne va plus chômer. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir permis de comprendre et de connaître vos différentes contributions au programme jeunesse du gouvernement qui te concerne, qui me concerne, qui nous concerne tous et qui vise également à revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle, déployer l'apprentissage pour relever, n'est-ce pas, le défi de l'employabilité. Des actions sont menées, des objectifs à atteindre et nous pouvons dire tout simplement que nous sommes sur la bonne voie. Merci à vous, Monsieur le ministre, pour ce moment. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Focus PJGouv. On se retrouve la semaine prochaine avec l'Agence Emploi Jeunes. Cette émission vous a été offerte par le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.